formalisme LNI. De préférence aussi la كنتخدمي مع أستاذ كثيرة تتكلمي عليه aussi. Voilà, donc exactement. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le professeur Mohamed Chadi de l'Université Paris-Saclay et M. Bazin de l'Université en Mexique. Donc, je vais suivre pour cela, je vais suivre le plan suivant. Quand il s'agit de... Voilà. Donc, pour cela, je vais suivre le plan suivant. Donc, je commence par donner un aperçu sur le calcul fractionnaire. Ensuite, les systèmes de singuliers, les systèmes linéaires d'ordre fractionnaire et leur analyse. La partie 3 et 4 va concerner les systèmes singuliers d'ordre fractionnaire ainsi que leur analyse. Ensuite, on va traiter la partie contrôle des systèmes singuliers d'ordre fractionnaire par une rétroaction dynamique. Je termine par la suite par une conclusion et quelques perspectives. Alors, je dirais que le calcul est une branche des mathématiques qui permet de décrire comment les choses changent. Quand on revient en arrière pour comprendre comment la quantité se développe dans la nature, donc il semble que l'évolution c'est d'un entier à une fraction. Concernant ce qu'on appelle aujourd'hui le calcul fractionnaire, tout a commencé par cette phrase-là. Alors, l'histoire de ces mots-là revient au XVIIe siècle, lorsque les Leibniz, en collaboration avec Newton, ils ont développé les fondements du calcul différentiel. Et plus précisément, Leibniz, il propose le symbole dn de f sur dtn pour désigner la dérivée nème d'une fonction. Quand il annonce ceci dans une lettre à l'hôpital, avec l'hypothèse implicite que le n est un entier naturel, alors ce dernier-là lui répond par une lettre qui date du 30 septembre 1695, où il lui pose sa fameuse question: que signifie ce symbole-là lorsque n égale 1,5? Par la suite, cette date est considérée comme étant heure de naissance du calcul fractionnaire. Et depuis, beaucoup de chercheurs c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à cette théorie, ils ont participé à l'évolution de cette théorie. Cette théorie a été développée durant plus de 300 ans par les mathématiciens pour les mathématiques pures, sans aucun intérêt pour la science de l'ingénieur. Voici quelques exemples. Et là, je profite aussi pour citer le nom de notre professeur Boujelha, à qui j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence qu'il a donnée durant l'année 1991 à l'université l'USTHB, où il nous a fait découvrir sa définition de l'intégrale d'ordre 1,5, que je salue là où qu'il soit. Alors, par la suite, beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire après que l'évolution s'est faite juste pour les mathématiques pures. Ensuite, un intérêt considérable a été donné à cette théorie dans les problèmes appliqués, parce que il a été trouvé que beaucoup de phénomènes physiques peuvent être décrits par des équations différentielles ou intégrales d'ordre fractionnaire. Voilà quelques exemples. Voilà. Passons maintenant à la définition au calcul fractionnaire. Donc, il existe plusieurs approches pour définir la dérivation d'ordre fractionnaire. Mais avant cela, je vais citer deux fonctions spécifiques à cette théorie. Donc, la première, c'est la fonction gamma, qui est dite aussi fonction d'Euler, et elle n'est autre que l'extension de factoriel n. La deuxième fonction, c'est la fonction de Mittag-Leffler à un paramètre, qui n'est autre aussi que généralisation de exponentielle z. La phase qui est en bas, c'est la fonction de Mittag-Leffler à deux paramètres.
Donc, comme j'avais dit, il existe plusieurs définitions pour définir la dérivée d'ordre fractionnaire. Je vais citer les trois approches les plus célèbres. Donc, je commence par la dérivée de Grunwald-Letnikov. Là, c'est la dérivée, c'est l'approche de Grunwald et Letnikov. Là, c'est la dérivée au sens de Riemann et Liouville. Et là, c'est la dérivée au sens de Caputo. Donc, puisqu'on va traiter des équations différentielles, donc un des outils pour résoudre les équations différentielles, c'est la transformée de Laplace qui nous permet de transporter un problème de l'espace de temps vers l'espace de phase, le résoudre, ensuite revenir par la transformée de Laplace inverse vers l'espace de temps. Donc, alors, pour cela, je rappelle la transformée de Laplace de la dérivée m-ienne d'une fonction. Ensuite, la dérivée au sens de Riemann, la transformée de Laplace au sens de Riemann et Liouville. Et la dernière, c'est la transformée de Laplace de la dérivée au sens de Caputo. Dans les problèmes appliqués, il est intéressant, les problèmes appliqués recommandent l'utilisation de conditions initiales ayant un sens physique. Donc, il serait intéressant d'avoir des conditions initiales telles que f de 0 qui signifie la position à l'instant t égale 0, f' de 0 c'est la vitesse et f seconde de 0 c'est l'accélération. Donc, par contre, lorsqu'on remarque ici que la dérivée au sens de Caputo répond à cette condition-là, ou bien à voilà, parce que les conditions initiales prennent la même forme que dans le cas entier. Par contre, contrairement à la dérivée au sens de Caputo, au sens de Riemann et Liouville, où les conditions initiales dépendent de dérivées fractionnaires, ce qui n'a pas un sens physique pour le moment. Donc là, je présente les problèmes, un système dynamique d'ordre fractionnaire dans le cas général. Je m'intéresse au système fractionnaire d'ordre alpha. J'ai oublié de mettre le alpha, il est compris entre 0 et 2, c'est-à-dire entre 0 et 1, ou bien entre 1 et 2, j'expliquerai par la suite pourquoi. Donc, je dirais que la théorie des contrôles est une branche interdisciplinaire de l'ingénierie et des mathématiques. Et un des problèmes cruciaux à étudier, c'est la stabilité. Alors, concernant la stabilité des systèmes d'ordre fractionnaire, il a été montré que cette classe de système est asymptotiquement stable si et seulement si toute valeur propre de la matrice dynamique vérifie cette condition, c'est-à-dire l'argument de lambda en valeur absolue doit être supérieur à alpha pi sur 2. Et là, j'attire votre attention, si je prends alpha égale 1, donc on va trouver la condition l'argument de lambda en valeur absolue supérieure à pi sur 2, ce qui rejoint la condition de stabilité pour un système standard, c'est-à-dire un système qu'on a eu l'habitude de travailler avec, c'est-à-dire exponent t égale ax de t. Une condition, voilà, par la suite, voilà. Donc, je vais voir, géométriquement, on va voir les régions de stabilité. Alors, lorsque alpha est compris entre 1 et 2, donc c'est la zone verte qui représente la zone de stabilité. Et donc, on voit bien que c'est une zone convexe. Et puisque c'est une zone convexe, donc c'est une région qui peut être représentée par une condition, c'est une région LMI, inégalité matricielle linéaire. J'expliquerai par la suite. Là, si alpha égale 1, on retrouve le demi-plan gauche qui représente la zone de stabilité pour un système standard, c'est-à-dire, comme je l'avais dit, x point de t égale à x de t. Et voilà, entre 0 et 1, donc cette zone de stabilité, elle n'est pas convexe, et donc ce n'est pas une région LNI, et donc, par contre, c'est une région d'inégalité matricielle linéaire généralisée. Alors, donc, les chercheurs ont focalisé leurs efforts pour déterminer une condition nécessaire et suffisante pour la stabilité de cette classe de système sous forme d'inégalité matricielle. Et leurs efforts ont abouti à ce résultat-là, donc l'existence d'une matrice P définie positive qui vérifie cette LNI, θ Kronecker AP plus θ transposé Kronecker AP transposé, strictement, définie négative. Avec θ, cette matrice elle est définie de la sorte, et le symbole 3, c'est le produit de Kronecker.
Et là, si on prend le alpha égale 1, donc la matrice θ se transforme en la matrice identité, parce que sinus accompli sur 2 va être égal à 1, cosinus va être égal à 0, et donc on aura la matrice identité. Et du coup, cette LMI se transforme tout court à AP plus AP transposé défini négatif. Et c'est cette inégalité qui est dite l'inégalité de Lyapunov. Elle a été, enfin, il a obtenu dans les années 60. Il a obtenu cette inégalité que représente conditions nécessaires et suffisantes pour les systèmes linéaires standards à partir de la fonction dite la fonction de Lyapunov. Alors, on verra par la suite ce qui va se passer pour les systèmes d'ordre pour les systèmes d'ordre fractionnaire. Cette inégalité matricielle n'a pas été obtenue à partir d'une fonction de Lyapunov parce que la dérivée, les propriétés de la dérivée d'ordre fractionnaire n'ont pas les mêmes propriétés que pour la dérivée ordinaire, c'est-à-dire le produit, la dérivée du produit, ce n'est pas la même chose que pour le cas entier. Donc, ce qui a empêché les chercheurs à aboutir à ce résultat-là à partir d'une fonction de Lyapunov, mais ils ont joué sur le fait que la zone, c'est une zone convexe. Et donc, c'est une région LMI et il y a beaucoup de... c'est-à-dire il y a beaucoup d'ouvrages qui discutent ou bien qui traitent les inégalités matricielles linéaires. Voilà. Enfin, j'ai oublié de dire que l'inégalité, la LMI pour le cas standard, c'est-à-dire c'était la formule Tahar, elle était bizarre, c'est-à-dire elle était un peu particulière quand il a abouti à ce résultat, mais elle est à l'origine, c'est cette inégalité elle est à l'origine de la naissance d'une nouvelle théorie qui est dite la théorie des LMI, des inégalités matricielles linéaires. Passons maintenant au système singulier, les systèmes singuliers d'ordre fractionnaire. Bon, fractionnaire parce que l'existence de la dérivée d'ordre fractionnaire. J'ai oublié aussi de dire que dans tous mes travaux, j'ai adopté la dérivée au sens de Caputo, juste parce que les conditions initiales rejoignent ont la même forme que dans le cas entier. Donc je disais que pourquoi fractionnaire, c'est l'existence de la dérivée d'ordre fractionnaire. Pourquoi singulier, c'est l'existence de la matrice E. C'est une matrice singulière. Elle peut être singulière si elle est rectangulaire ou si elle est carrée avec un déterminant nul. Si E est égal à la matrice identité, on revient au cas fractionnaire, système dynamique d'ordre fractionnaire. Alors, pour les systèmes singuliers, on ne peut pas discuter juste la stabilité, parce qu'il faudrait tout d'abord s'assurer que le système a une solution unique, et c'est ce qu'on appelle un système régulier, et une caractérisation algébrique de l'unicité de la solution, c'est que le polynôme caractéristique, soit qui est le déterminant de lambda E-A, soit non identiquement nul. Donc ça, c'est la régularité. Il faudrait que le système soit aussi non impulsif. Et une caractérisation algébrique de ça, c'est que le degré du polynôme caractéristique soit égal à rang de E. Pour la stabilité, on revient à la condition qui a déjà été obtenue pour le cas fractionnaire, c'est-à-dire l'argument des valeurs propres en module doit être supérieur à alpha pi sur 2. Tout ça, ces trois conditions regroupées, c'est ce qu'on appelle l'admissibilité d'un système d'ordre fractionnaire singulier, ou fractionnaire ou non. Un système singulier, pour qu'il soit admissible, on doit avoir les trois conditions vérifiées à la fois. Donc, notre contribution, c'était comment obtenir une condition sous forme de condition nécessaire et suffisante, sous forme de LMI, qui regroupe les trois conditions, c'est-à-dire qui assure l'admissibilité de cette classe de système. Et on a obtenu ce résultat-là, donc sous forme de ce théorème. Bon, j'ai écrit juste les deux conditions qui sont équivalentes. Donc le système est admissible seulement si il vérifie la première condition, c'est-à-dire l'égalité, la LMI non stricte et la LMI stricte, ou bien d'une manière équivalente, l'existence d'une matrice X définie positive, d'une matrice Y avec des dimensions adéquates, vérifiant cette inégalité matricielle linéaire. Le symbole signe, j'ai oublié de mentionner, ça représente
signe d'une matrice, quand il s'agit d'une matrice réelle, signe de A, c'est A plus A transposé. E0, c'est une matrice qui a les conditions définies et telles que son rang est égal à n moins R, avec R, c'est le rang de la matrice E, et vérifions la condition de l'orthogonalité. Donc ça, c'était un résultat qu'on avait obtenu en 2017. Maintenant, passons à la partie contrôle. C'est-à-dire que si on est face à un système qui n'est pas admissible, donc l'idée, c'est comment déterminer, comment obtenir, ou bien comment... c'est la conception d'une loi de commande permettant de transformer un système non admissible en un système admissible. Alors pour cela, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Donc je citerai en particulier la rétroaction statique ou bien la rétroaction dynamique. Pour la rétroaction statique, il existe deux manières. La rétroaction statique à partir du vecteur d'état, mais ceci n'est possible que si le vecteur d'état est complètement accessible, c'est-à-dire qu'on peut le mesurer complètement, mais il est parfois coûteux ou difficile ou coûteux d'avoir toutes les informations, c'est-à-dire d'avoir l'information de tout le vecteur complet, c'est-à-dire le vecteur d'état complètement. Et donc, un choix, c'est de se contenter juste de l'information qui apparaît au niveau du vecteur de sortie, et c'est ce qu'on appelle la rétroaction statique à partir du vecteur de sortie. Pour la rétroaction dynamique, et c'est notre problème, il s'agit de déterminer un contrôle sur voilà, le procédé du système dynamique. Donc on voit bien que c'est un système dynamique. Il a cette particularité, les sorties de ce procédé sont les entrées du système initial et les entrées du procédé sont les sorties du système initial. Donc le problème, c'est déterminer, c'est les matrices inconnues, EK, AK, BK, CK, sont des matrices constantes à déterminer. Alors pour cela, on a procédé de la manière suivante. On a concaténé les deux vecteurs, le vecteur d'état du système initial, le vecteur d'état du procédé, donc en un seul vecteur pour obtenir le vecteur qu'on a appelé l'état de T, et on a obtenu le système augmenté, dans le système augmenté, avec la matrice EC et AC sont définies ici. Et donc ça revient, donc le problème c'est quoi? C'est que déterminer les matrices EK, BK, CK de telle manière que ce système augmenté soit admissible. Et effectivement, pour cela, on a eu besoin de l'inverse de Montferrand, donc voici la définition. On a aussi eu besoin du complément de Shaw pour les matrices semi-définies positives, donc voici le lemme. Bien sûr, dans le lemme qui représente le complément de Shaw par le R+, ça représente l'inverse de Montferrand pour la matrice R. Nos travaux ont abouti à ce théorème-là, ce résultat-là. Donc le système en boucle fermée, il est asymptotiquement, plutôt il est admissible si seulement si il existe des matrices X, Y fixées avec des dimensions à propriété, vérifiant ces deux inégalités matricielles. Et par la suite, le contrôleur de stabilisation par retour de sortie dynamique est défini de la sorte AK, BK et CK avec parce qu'on considérer le système dynamique dans nos fractionnaires avec A3G égale 1,25 et les paramètres suivants, E, A, B, C, sont avec ces valeurs-là. Alors ce système, on peut montrer, enfin, ce système, en calculant le polynôme caractéristique, on montre qu'il est régulier, qu'il est non impulsif, mais c'est un système qui n'est pas stable du fait que ses valeurs propres prennent ces valeurs-là. La valeur moins 1, elle est stable, mais l'autre valeur, elles ne répond pas à la condition d'increment de lambda supérieur à alpha b sur D. Donc c'est un système qui n'est pas stable, et en effet, on peut voir ceci dans le graphe. Des composants du vecteur d'état, c'est des composants qui divergent. Alors, en appliquant notre résultat, c'est-à-dire en résolvant les LMI du théorème,
on aboutit à ces résultats-là, on obtient les matrices suivantes. Et le contrôleur, et avec ces données, avec ces résultats, le système en boucle fermée devient un système admissible, ce qui apparaît dans le tracé du graphe de ces composants du vecteur d'état. Alors, en conclusion, je dirais que les méthodologies développées dans cette sont essentiellement théoriques. Elles sont dédiées à l'analyse et à la synthèse des lois de contrôle pour les systèmes linéaires décrits par des modèles d'ordre fractionnaire. Leur institution font appel exclusivement au formalisme LMI. La complexité étant dans l'ordre qui n'est pas entier, c'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont décrits par des équations différentielles, décrivant une classe de modèles singuliers. Les résultats obtenus peuvent être considérés comme étant une extension de certains résultats existants dans la littérature des systèmes singuliers à leur homologue de l'ordre fractionnaire. Comme perspective, on pourra penser à étendre nos résultats au système fractionnaire d'ordre incommensurable, peut-être aussi étendre nos résultats au système d'ordre fractionnaire singulier non linéaire.